Chapitre 27, dans lequel Passepartout suit avec une vitesse de 20 000 à l'heure un cours d'histoire mormone. Pendant la nuit du 5 au 6 décembre, le train courut au sud-est sur un espace de 50 000 environ. Puis il remonta d'autant vers le nord-est, en s'approchant du grand lac Salé. Passepartout, vers 9 heures du matin, vint prendre l'air sur les passerelles. Le temps était froid, le ciel gris, mais il ne neigeait plus. Le disque du soleil, élargi par les brumes, apparaissait comme une énorme pièce d'or, et Passepartout s'occupait à en calculer la valeur en livres sterling, quand il fut distrait de cet utile travail par l'apparition d'un personnage assez étrange. Ce personnage, qui avait pris le train à la station d'Elko, était un homme de haute taille, très brun, moustache noire, bas noir, chapeau de soie noir, gilet noir, pantalon noir, cravate blanche, gants de peau de chien. On eût dit un révérend. Il allait d'une extrémité du train à l'autre, et sur la portière de chaque wagon, il collait avec des pains à cacheter une notice écrite à la main. Passepartout s'approcha et lut sur une de ces notices que l'honorable elder William Hitch, missionnaire mormon, profitant de sa présence sur le train numéro 48, ferait de 11 heures à midi, dans le car numéro 117, une conférence sur le mormonisme, invitant à l'entendre tous les gentlemen soucieux de s'instruire touchant les mystères de la religion des saints des derniers jours. « Certes, j'irai !» se dit Passepartout qui ne connaissait guère du mormonisme que ses usages polygames, base de la société mormone. La nouvelle se répandit rapidement dans le train qui emportait une centaine de voyageurs. Sur ce nombre, 30 au plus, alléchés par l'appât de la conférence, occupaient à 11 heures les banquettes du car numéro 117. Passepartout figurait au premier rang des fidèles. Ni son maître, ni Fix n'avait cru devoir se déranger. À l'heure dite, l'elder William Hitch se leva, et d'une voix assez irritée, comme s'il eût été contredit d'avance, il s'écria « Je vous le dis, moi, que Joe Smith est un martyr, que son frère Hiram est un martyr, et que les persécutions du gouvernement de l'Union contre les prophètes vont faire également un martyr de Brigham Young, qui oserait soutenir le contraire. » Personne ne se hasarda à contredire le missionnaire, dont l'exaltation contrastait avec sa physionomie naturellement calme. Mais sans doute, sa colère s'expliquait par ce fait que le mormonisme était actuellement soumis à de rudes épreuves. Et en effet, le gouvernement des États-Unis venait, non sans peine, de réduire ses fanatiques indépendants. Il s'était rendu maître de l'Utah, il avait soumis aux lois de l'Union, après avoir emprisonné Brigham Young, accusé de rébellion et de polygamie. Depuis cette époque, les disciples du prophète redoublaient leurs efforts, et en attendant les actes, ils résistaient par la parole aux prétentions du Congrès. On le voit, l'elder William Hitch faisait du prosélytisme jusqu'en chemin de fer. Et alors, il raconta, en passionnant son récit par les éclats de sa voix et la violence de ses gestes, l'histoire du mormonisme depuis les temps bibliques. Comment, dans Israël, un prophète mormon de la tribu de Joseph publia les annales de la religion nouvelle et les légua à son fils Morom. Comment, bien des siècles plus tard, une traduction de ce précieux livre, écrit en caractère égyptien, fut faite par Joseph Smith, Jr., fermier de l'État de Vermont, qui se révéla comme prophète mystique en 1825. Comment, enfin, un messager céleste lui apparut dans une forêt lumineuse et lui remit les annales du Seigneur. En ce moment, quelques auditeurs, peu intéressés par le récit rétrospectif du missionnaire, quittèrent le wagon. Mais William Hitch, continuant, raconta
Comment Smith Jr., réunissant son père, ses 2 frères et quelques disciples, fonda la religion des saints des derniers jours. Religion qui est adoptée non seulement en Amérique, mais en Angleterre, en Scandinavie, en Allemagne, compte parmi ses fidèles des artisans, et aussi nombre de gens exerçant des professions libérales. Comment une colonie fut fondée dans l'Ohio, comment un temple fut élevé au prix de $200 000 et une ville bâtie à Kirkland, comment Smith devint un audacieux banquier et reçut d'un simple montreur de momies un papyrus contenant un récit écrit de la main d'Abraham et autres célèbres Égyptiens. Cette narration devenant un peu longue, les rangs des auditeurs s'éclaircirent encore, et le public ne se composa plus que d'une vingtaine de personnes. Mais l'Elder, sans s'inquiéter de cette désertion, raconta avec détail. Comme quoi Joe Smith fit banqueroute en 1837, comme quoi ses actionnaires ruinés l'enduisirent de goudron et le roulèrent dans la plume, comme quoi on le retrouva plus honorable et plus honoré que jamais, quelques années après, à Independence dans le Missouri, et chef d'une communauté florissante, qui ne comptait pas moins de 3000 disciples, et qu'alors, poursuivi par la haine des gentils, il dut fuir dans le Far West américain. 10 auditeurs étaient encore là. Et parmi eux, l'honnête Passepartout, qui écoutait de toutes ses oreilles. Ce fut ainsi qu'il apprit comment, après de longues persécutions, Smith reparut dans l'Illinois et fonda en 1839 sur les bords du Mississippi Nauvoo la Belle, dont la population s'éleva jusqu'à 25 000 âmes. Comment Smith en devint le maire, le juge suprême et le général en chef. Comment, en 1843, il posa sa candidature à la présidence des États-Unis. Et comment, enfin, attiré dans un guet-apens, à Carthage, il fut jeté en prison et assassiné par une bande d'hommes masqués. En ce moment, Passepartout était absolument seul dans le wagon, et l'Elder, le regardant en face, le fascinant par ses paroles, lui rappela que 2 ans après l'assassinat de Smith, son successeur, le prophète inspiré, Brigham Young, abandonnant Nauvoo, vint s'établir au bord du lac Salé, et que là, sur cet admirable territoire, au milieu de cette contrée fertile, sur le chemin des émigrants qui traversaient l'Utah pour se rendre en Californie, la nouvelle colonie, grâce au principe polygame du mormonisme, prit une extension énorme. « Et voilà !» ajouta William Hitch. Voilà pourquoi la jalousie du Congrès s'est exercée contre nous. Pourquoi les soldats de l'Union ont foulé le sol de l'Utah. Pourquoi notre chef, le prophète Brigham Young, a été emprisonné au mépris de toute justice. Céderons-nous à la force? Jamais. Chassés du Vermont, chassés de l'Illinois, chassés de l'Ohio, chassés du Mississippi, chassés de l'Utah. Nous retrouverons encore quelques territoires indépendants où nous planterons notre tente. Et vous, mon fidèle, ajouta l'Elder en fixant sur son unique auditeur des regards courroucés. Planterez-vous la vôtre à l'ombre de notre chapeau? Non, répondit bravement Passepartout qui s'enfuit à son tour, laissant l'énergumène prêcher dans le désert. Mais pendant cette conférence, le train avait marché rapidement, et vers 12h30, il touchait à sa pointe nord-ouest le grand lac Salé. De là, on pouvait embrasser sur un vaste périmètre l'aspect de cette mer intérieure qui porte aussi le nom de mer morte et dans laquelle se jette un Jourdain d'Amérique. Lac admirable, encadré de belles roches sauvages, à larges assises, encroûté de sel blanc, superbe nappe d'eau qui couvrait autrefois un espace plus considérable, mais avec le temps, ses bords, montant peu à peu, ont réduit sa superficie en accroissant sa profondeur. Le lac Salé, long de 70 000 environ, large de 35, est situé à 3800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Bien différent du lac Asphaltite, dont la dépression accuse 1200 pieds au-dessous, sa salure est considérable, et ses eaux tiennent en dissolution le quart de leur poids de matière solide. Leur pesanteur spécifique est de 1170, celle de l'eau distillée étant 1000. Aussi, les poissons n'y peuvent vivre,
Ceux qui jettent le Jourdain, le Weber et autres criques y périssent bientôt. Mais il n'est pas vrai que la densité de ces eaux soit telle qu'un homme n'y puisse plonger. Autour du lac, la campagne était admirablement cultivée, car les Mormons s'entendent aux travaux de la terre, des ranchos et des corrals pour les animaux domestiques, des champs de blé, de maïs, de sorgho, des prairies luxuriantes, partout des haies de rosiers sauvages, des bouquets d'acacias et de forbes, tel eût été l'aspect de cette contrée 6 mois plus tard. Mais en ce moment le sol disparaissait sous une mince couche de neige qui le poudrait légèrement. À 2 heures, les voyageurs descendaient à la station d'Ogden. Le train ne devant repartir qu'à 6 heures, Mr. Fogg, Mrs. Aouda et leurs 2 compagnons avaient donc le temps de se rendre à la Cité des Saints par le petit embranchement qui se détache de la station d'Ogden. 2 heures suffisaient à visiter cette ville absolument américaine, et comme telle, bâtie sur le patron de toutes les villes de l'Union, vaste échiquier à longues lignes froides, avec la tristesse lugubre des angles droits, suivant l'expression de Victor Hugo. Le fondateur de la Cité des Saints ne pouvait échapper à ce besoin de symétrie qui distingue les anglo-saxons. Dans ce singulier pays, où les hommes ne sont certainement pas à la hauteur des institutions, tout se fait carrément, les villes, les maisons et les sottises. À 3 heures, les voyageurs se promenaient donc par les rues de la cité, bâties entre la rive du Jourdain et les premières ondulations des monts Wasatch. Ils y remarquèrent peu ou point d'église, mais comme monument, la maison du prophète, la courthouse et l'arsenal. Puis des maisons de briques bleuâtres avec vérandas et galeries, entourées de jardins bordés d'acacias, de palmiers et de caroubiers. Un mur d'argile et de cailloux, construit en 1853, ceignait la ville. Dans la principale rue, où se tient le marché, s'élevaient quelques hôtels ornés de pavillons, et entre autres, Lake Salthouse. Mr. Fogg et ses compagnons ne trouvèrent pas là la cité fort peuplée. Les rues étaient presque désertes, sauf toutefois à la partie du temple, qu'ils n'atteignirent qu'après avoir traversé plusieurs quartiers entourés de palissades. Les femmes étaient assez nombreuses, ce qui s'explique par la composition singulière des ménages mormons. Il ne faut pas croire cependant que tous les Mormons sont polygames. On est libre, mais il est bon de remarquer que ce sont les citoyennes de l'Utah qui tiennent surtout à être épousées, car suivant la religion du pays, le ciel mormon n'admet point à la possession de ses béatitudes les célibataires du sexe féminin. Ces pauvres créatures ne paraissaient ni aisées ni heureuses. Quelques-unes, les plus riches sans doute, portaient une jaquette de soie noire ouverte à la taille, sous une capuche ou un châle fort modeste. Les autres n'étaient vêtues que d'indiennes. Passepartout, lui, en sa qualité de garçon convaincu, ne regardait pas sans un certain effroi ces mormones chargées de faire à plusieurs le bonheur d'un seul mormon. Dans son bon sens, c'était le mari qu'il plaignait surtout. Cela lui paraissait terrible d'avoir à guider tant de dames à la fois au travers des vicissitudes de la vie, à les conduire ainsi en troupe jusqu'au paradis mormon, avec cette perspective de les y retrouver pour l'éternité en compagnie du glorieux Smith qui devait faire l'ornement de ce lieu de délices. Décidément, il ne se sentait pas la vocation et il trouvait, peut-être s'abusait-il en ceci, que les citoyennes de Great Lake City jetaient sur sa personne des regards un peu inquiétants. Très heureusement, son séjour dans la Cité des Saints ne devait pas se prolonger. À 4 heures moins quelques minutes, les voyageurs se retrouvaient à la gare et reprenaient leur place dans leur wagon. Le coup de sifflet se fit entendre, mais au moment où les roues motrices de la locomotive, patinant sur les rails, commençaient à imprimer au train quelques vitesses, ces cris « Arrêtez, arrêtez !» retentirent. On n'arrête pas un train en marche. Le gentleman qui proférait ces cris était évidemment un mormon attardé. Il courait à perdre haleine. Heureusement pour lui, la gare n'avait ni porte ni barrière. Il s'élança donc sur la voie, sauta sur le marchepied de la dernière voiture et tomba essoufflé
sur une banquette du wagon. Passepartout, qui avait suivi avec émotion les incidents de cette gymnastique, vint contempler ce retardataire, auquel il s'intéressa vivement, quand il apprit que ce citoyen de l'Utah n'avait ainsi pris la fuite qu'à la suite d'une scène de ménage. Lorsque le Mormon eut repris haleine, Passepartout se hasarda à lui demander poliment combien il avait de femmes à lui tout seul. Et à la façon dont il venait de décamper, il lui en supposait une vingtaine au moins. « Une, monsieur, » répondit le Mormon en levant les bras au ciel. « Une, et c'est assez. » Chapitre 28, dans lequel Passepartout ne put parvenir à faire entendre le langage de la raison. Le train, en quittant Great Salt Lake et la station d'Ogden, s'éleva pendant 1 heure vers le nord, jusqu'à Weber River, ayant franchi 900 milles environ depuis San Francisco. À partir de ce point, il reprit la direction de l'est à travers le massif accidenté des monts Wasatch. C'est dans cette partie du territoire, comprise entre ces montagnes et les montagnes rocheuses proprement dites, que les ingénieurs américains ont été aux prises avec les plus sérieuses difficultés. Aussi, dans ce parcours, la subvention du gouvernement de l'Union s'est-elle élevée à 48 000 $ par mille, tandis qu'elle n'était que de 16 000 $ en plaine. Mais les ingénieurs, ainsi qu'il a été dit, n'ont pas violenté la nature, ils ont rusé avec elle, tournant les difficultés, et pour atteindre le grand bassin, un seul tunnel, long de 14 000 pieds, a été percé dans tout le parcours du railroad. C'était au lac Salé même que le tracé avait atteint jusqu'alors sa plus haute cote d'altitude. Depuis ce point, son profil décrivait une courbe très allongée, s'abaissant vers la vallée du Bitter Creek, pour remonter jusqu'au point de partage des eaux entre l'Atlantique et le Pacifique. Les rios étaient nombreux dans cette montagneuse région. Il fallut franchir sur des ponceaux, le Muddy, le Green et autres. Passepartout était devenu plus impatient à mesure qu'il s'approchait du but. Mais Fix, à son tour, aurait voulu être déjà sorti de cette difficile contrée. Il craignait les retards, il redoutait les accidents et était plus pressé que Phileas Fogg lui-même de mettre le pied sur la terre anglaise. À 10 heures du soir, le train s'arrêtait à la station de Fort Bridger, qu'il quitta presque aussitôt, et 20 milles plus loin, il entrait dans l'État de Wyoming, l'ancien Dakota, en suivant toute la vallée du Bitter Creek, d'où s'écoule une partie des eaux qui forment le système hydrographique du Colorado. Le lendemain 7 décembre, il y eut un quart d'heure d'arrêt à la station de Green River. La neige avait tombé pendant la nuit assez abondamment, mais mêlée à de la pluie à demi fondue, elle ne pouvait gêner la marche du train. Toutefois, ce mauvais temps ne laissa pas d'inquiéter Passepartout, car l'accumulation des neiges, en embourbant les roues du wagon, eût certainement compromis le voyage. « Aussi, quelle idée !» se disait-il. « Mon maître a-t-il eu de voyager pendant l'hiver? Ne pouvait-il attendre la belle saison pour augmenter ses chances ?» Mais, en ce moment où l'honnête garçon ne se préoccupait que de l'état du ciel et de l'abaissement de la température, Mrs. Aouda éprouvait des craintes plus vives, qui provenaient d'une toute autre cause. En effet, quelques voyageurs étaient descendus de leur wagon et se promenaient sur le quai de la gare de Green River en attendant le départ du train. Or, à travers la vitre, la jeune femme reconnut parmi eux le colonel Stamp W. Proctor, cet Américain qui s'était si grossièrement comporté à l'égard de Phileas Fogg pendant le meeting de San Francisco. Mrs. Aouda, ne voulant pas être vue, se rejeta en arrière. Cette circonstance impressionna vivement la jeune femme. Elle s'était attachée à l'homme qui, si froidement que ce fût, lui donnait chaque jour les marques du plus absolu dévouement. Elle ne comprenait pas, sans doute, toute la profondeur du sentiment que lui inspirait son sauveur, et à ce sentiment, elle ne donnait encore que le nom de reconnaissance, mais à son insu, il y avait plus que cela. Aussi,
Son cœur se serra-t-il quand elle reconnut le grossier personnage auquel Mr. Fogg voulait tôt ou tard demander raison de sa conduite. Et évidemment, c'était le hasard seul qui avait amené dans ce train le colonel Proctor. Mais enfin, il y était, et il fallait empêcher à tout prix que Phileas Fogg aperçût son adversaire. Mrs. Aouda, lorsque le train se fut remis en route, profita d'un moment où sommeillait Mr. Fogg pour mettre Fix et Passepartout au courant de la situation. « Ce Proctor est dans le train !» s'écria Fix. « Eh bien, rassurez-vous, madame, avant d'avoir affaire au sieur à Mr. Fogg, il aura affaire à moi. Il me semble que, dans tout ceci, c'est encore moi qui ai reçu les plus graves insultes. Et de plus, ajouta Passepartout, je me charge de lui, tout colonel qu'il est. »« Monsieur Fix, reprit Mrs. Aouda, Mr. Fogg ne laissera à personne le soin de le venger. Il est homme, il a dit, à revenir en Amérique pour retrouver cet insulteur. Si donc il aperçoit le colonel Proctor, nous ne pourrons empêcher une rencontre qui peut amener de déplorables résultats. Il faut donc qu'il ne le voie pas. »« Vous avez raison, madame, répondit Fix. Une rencontre pourrait tout perdre. Vainqueur ou vaincu, Mr. Fogg serait retardé et ajouta Passepartout, cela ferait le jeu de gentleman du Reform Club. Dans 4 jours, nous serons à New York. Eh bien, si pendant 4 jours, mon maître ne quitte pas son wagon, on peut espérer que le hasard ne le mettra pas face à face avec ce maudit Américain, que Dieu confonde. Or, nous saurons bien l'en empêcher. » La conversation fut suspendue. Mr. Fogg s'était éveillé et regardait la campagne à travers la vitre tachetée de neige. Mais plus tard, et sans être entendu de son maître digne de Mrs. Aouda, Passepartout dit à l'inspecteur de police « Est-ce que, vraiment, vous vous battriez pour lui ?»« Je ferai tout pour le ramener vivant en Europe, » répondit simplement Fix d'un ton qui marquait une implacable volonté. Passepartout sentit comme un frisson lui courir par le corps, mais ses convictions à l'endroit de son maître ne faiblirent pas. Et maintenant y avait-il un moyen quelconque de retenir Mr. Fogg dans ce compartiment pour prévenir toute rencontre entre le colonel et lui? Cela ne pouvait être difficile, le gentleman étant d'un naturel peu remuant et peu curieux. En tout cas, l'inspecteur de police crut avoir trouvé ce moyen, car quelques instants plus tard, il disait à Phileas Fogg « Ce sont de longues et lentes heures, monsieur, que celles que l'on passe ainsi, en chemin de fer. »« En effet, répondit le gentleman, mais elles passent. »« À bord des paquebots, reprit l'inspecteur, vous aviez l'habitude de faire votre whist. »« Oui, répondit Phileas Fogg, mais ici ce sera difficile. Je n'ai ni carte, ni partenaire. »« Oh, les cartes, nous trouverons bien à les acheter. On vend de tout dans les wagons américains. Quant aux partenaires, si par hasard, madame... »« Certainement, monsieur, répondit vivement la jeune femme. Je connais le whist. Cela fait partie de l'éducation anglaise. »« Et moi, reprit Fix, j'ai quelques prétentions à bien jouer ce jeu. Or, nous 3 et un mort, comme il vous plaira, monsieur, répondit Phileas Fogg, enchanté de reprendre son jeu favori, même en chemin de fer. Passepartout fut dépêché à la recherche du steward, et il revint bientôt avec 2 jeux complets, des fiches, des jetons et une tablette recouverte de drap. Rien ne manquait, le jeu commença. Mrs. Aouda savait très suffisamment le whist, et elle reçut même quelques compliments du sévère Phileas Fogg. Quant à l'inspecteur, il était tout simplement de première force, et digne de tenir tête au gentleman. « Maintenant, se dit Passepartout à lui-même, nous le tenons. Il ne bougera plus. » À 11 heures du matin, le train avait atteint le point de partage des eaux des 2 océans. C'était à Pass Bridger, à une hauteur de 7524 pieds anglais au-dessus du niveau de la mer. Un des plus hauts points touchés par le profil du tracé dans ce passage à travers les montagnes rocheuses. Après 200 milles environ, les voyageurs se trouvaient enfin sur ces longues plaines qui s'étendent jusqu'à l'Atlantique et que la nature rendait si propices à l'établissement d'une voie ferrée.
Sur le versant du bassin atlantique se développaient déjà les premiers rios, affluents ou sous-affluents de North Platte River. Tout l'horizon du nord et de l'est était couvert par cette immense courtine semi-circulaire qui forme la portion septentrionale des Rocky Mountains, dominée par le pic de Laramie. Entre cette courbure et la ligne de fer s'étendaient de vastes plaines, largement arrosées. Sur la droite du railroad s'étageaient les premières rampes du massif montagneux qui s'arrondit au sud jusqu'aux sources de la rivière de l'Arkansas, l'un des grands tributaires du Missouri. À 12h30, les voyageurs entrevoyaient un instant le fort Halleck qui commande cette contrée. Encore quelques heures, et la traversée des montagnes rocheuses serait accomplie. On pouvait donc espérer qu'aucun accident ne signalerait le passage du train à travers cette difficile région. La neige avait cessé de tomber. Le temps se mettait au froid sec. De grands oiseaux effrayés par la locomotive s'enfuyaient au loin. Aucun fauve, ours ou loup ne se montrait sur la plaine. C'était le désert dans son immense nudité. Après un déjeuner assez confortable, servi dans le wagon même, Mr. Fogg et ses partenaires venaient de reprendre leur interminable whist, quand de violents coups de sifflet se firent entendre. Le train s'arrêta. Passepartout mit la tête à la portière et ne vit rien qui motivât cet arrêt. Aucune station n'était en vue. Mrs. Aouda et Fix purent craindre un instant que Mr. Fogg ne songeât à descendre sur la voie. Mais le gentleman se contenta de dire à son domestique « Voyez donc ce que c'est ». Passepartout s'élança hors du wagon. Une quarantaine de voyageurs avaient déjà quitté leur place, et parmi eux, le colonel Stamp W. Proctor. Le train était arrêté devant un signal tourné au rouge qui fermait la voie. Le mécanicien et le conducteur étant descendus, discutaient assez vivement avec un garde-voie que le chef de gare de Medicine Bow, la station prochaine, avait envoyé au devant du train. Des voyageurs s'étaient approchés et prenaient part à la discussion. Entre autres, le susdit colonel Proctor, avec son verbe haut et ses gestes impérieux. Passepartout, ayant rejoint le groupe, entendit le garde-voie qui disait « Non, non, il n'y a pas moyen de passer. Le pont de Medicine Bow est ébranlé et ne supporterait pas le poids du train. » Ce pont dont il était question était un pont suspendu, jeté sur un rapide à 1 mille de l'endroit où le convoi s'était arrêté. Au dire du garde-voie, il menaçait ruine. Plusieurs des fils étaient rompus, et il était impossible d'en risquer le passage. Le garde-voie n'exagérait donc en aucune façon en affirmant qu'on ne pouvait passer. Et d'ailleurs, avec les habitudes d'insouciance des Américains, on peut dire que, quand ils se mettent à être prudents, il y aurait folie à ne pas l'être. Passepartout, n'osant aller prévenir son maître, écoutait les dents serrées, immobile comme une statue. « Ah ça !» s'écria le colonel Proctor. « Nous n'allons pas, j'imagine, rester ici à prendre racine dans la neige. »« Colonel, » répondit le conducteur, « on a télégraphié à la station d'Omaha pour demander un train. Mais il n'est pas probable qu'il arrive à Medicine Bow avant 6 heures. »« 6 heures !» s'écria Passepartout. « Sans doute, » répondit le conducteur. « D'ailleurs, ce temps nous sera nécessaire pour gagner à pied la station. »« À pied !» s'écrièrent tous les passagers. « Mais à quelle distance est donc cette station ?» demanda l'un d'eux au conducteur. « À 12 milles de l'autre côté de la rivière. »« 12 milles dans la neige !» s'écria Stamp W. Proctor. Le colonel lança une bordée de jurons, s'en prenant à la compagnie, s'en prenant au conducteur, et Passepartout, furieux, n'était pas loin de faire chorus avec lui. Il y avait là un obstacle matériel contre lequel échoueraient cette fois toutes les banknotes de son maître. Au surplus, le désappointement était général parmi les voyageurs qui, sans compter le retard, se voyaient obligés à faire une quinzaine de milles à travers la plaine couverte de neige. Aussi, était-ce un brouhaha, des exclamations, des vociférations qui auraient certainement attiré l'attention de Phileas Fogg si ce gentleman n'eût été absorbé par son jeu. Cependant, Passepartout se trouvait dans la nécessité de le prévenir. Et la tête basse, il se dirigeait vers le wagon
quand le mécanicien du train, un vrai Yankee nommé Forster, élevant la voix, dit « Messieurs, il y aurait peut-être un moyen de passer !»« Sur le pont ?» répondit un voyageur. « Sur le pont !»« Avec notre train ?» demanda le colonel. « Avec notre train !» Passepartout s'était arrêté et dévorait les paroles du mécanicien. « Mais le pont menace ruine !» reprit le conducteur. « N'importe !» répondit Forster. « Je crois qu'en lançant le train avec son maximum de vitesse, on aurait quelque chance de passer. »« Diable !» fit Passepartout. Mais un certain nombre de voyageurs avaient été immédiatement séduits par la proposition. Elle plaisait particulièrement au colonel Proctor. Ce cerveau brûlé trouvait la chose très faisable. Il rappela même que des ingénieurs avaient eu l'idée de passer des rivières sans pont, avec des trains rigides lancés à toute vitesse, etc. Et en fin de compte, tous les intéressés dans la question se rangèrent à l'avis du mécanicien. « Nous avons 50 chances pour passer, disait l'un. 60, disait l'autre. 80, 90 sur 100. Passepartout était ahuri. Quoiqu'il fût prêt à tout tenter pour opérer le passage du Medicine Creek, mais la tentative lui semblait un peu trop américaine. D'ailleurs, pensa-t-il, il y a une chose bien plus simple à faire, et ces gens-là n'y songent même pas. « Monsieur, dit-il à un des voyageurs, le moyen proposé par le mécanicien me paraît un peu hasardé, mais... 80 chances, répondit le voyageur qui lui tourna le dos. « Je le sais bien, répondit Passepartout en s'adressant à un autre gentleman. Mais une simple réflexion. Pas de réflexion, c'est inutile, répondit l'Américain interpellé en haussant les épaules. Puisque le mécanicien assure qu'on passera. Sans doute, reprit Passepartout. On passera, mais il sera peut-être plus prudent. Quoi, prudent, s'écria le colonel Proctor, que ce mot entendu par hasard fit bondir. À grande vitesse, on vous dit. Comprenez-vous, à grande vitesse. Je sais, je comprends, répétait Passepartout, auquel personne ne laissait achever sa phrase. Mais il serait, sinon plus prudent, puisque le mot vous choque, du moins plus naturel. Quoi, qu'y a-t-il donc celui-là avec son naturel, s'écria-t-on de toutes parts. Le pauvre garçon ne savait plus de qui se faire entendre. Est-ce que vous avez peur, lui demanda le colonel Proctor. Moi, peur, s'écria Passepartout. Eh bien soit, je montrerai à ces gens-là qu'un Français peut être aussi américain qu'eux. En voiture, criait le conducteur. Oui, en voiture, répétait Passepartout, en voiture, et tout de suite. Mais on ne m'empêchera pas de penser qu'il eût été plus naturel de nous faire d'abord passer à pied sur ce pont, nous autres voyageurs, puis le train ensuite. Mais personne n'entendit cette sage réflexion, et personne n'eût voulu en reconnaître la justesse. Les voyageurs étaient réintégrés dans leur wagon. Passepartout reprit sa place sans rien dire de ce qui s'était passé. Les joueurs étaient tout entiers à leur whist. La locomotive siffla vigoureusement. Le mécanicien, renversant la vapeur, ramena son train en arrière pendant près d'1 mille, reculant comme un sauteur qui veut prendre son élan. Puis, à un second coup de sifflet, la marche en avant recommença. Elle s'accéléra. Bientôt, la vitesse devint effroyable. On n'entendait plus qu'un seul hennissement sortant de la locomotive. Les pistons battaient 20 coups à la seconde. Les essieux des roues fumaient dans les boîtes à graisse. On sentait, pour ainsi dire, que le train tout entier, marchant avec une rapidité de 100 000 à l'heure, ne pesait plus sur les rails. La vitesse mangeait la pesanteur. Et l'on passa. Et ce fut comme un éclair. On ne vit rien du pont. Le convoi sauta, on peut le dire, d'une rive à l'autre, et le mécanicien ne parvint à arrêter sa machine emportée jusqu'à 5000 au-delà de la station. Mais à peine le train avait-il franchi la rivière que le pont, définitivement ruiné, s'abîmait avec fracas dans le rapide de Medicine Bow. Chapitre 29, où il sera fait le récit d'incidents divers qui ne se rencontrent que sur les railroads de l'Union. Le soir même, le train poursuivait sa route sans obstacle, dépassait le fort Saunders, franchissait la passe de Cheyenne et arrivait à la passe d'Evans. En cet endroit, le railroad atteignait le plus haut point du parcours, soit 8091 pieds au-dessus du niveau de l'océan. Les voyageurs n'avaient plus qu'à descendre jusqu'à l'Atlantique, sur ces plaines sans limite, nivelées par la nature.
Là se trouvait le Grand Trunk, l'embranchement de Denver City, la principale ville du Colorado. Ce territoire est riche en mines d'or et d'argent, et plus de 50 000 habitants y ont déjà fixé leur demeure. À ce moment, 1382 milles avaient été faits depuis San Francisco en 3 jours et 3 nuits. 4 nuits et 4 jours, selon toute prévision, devaient suffire pour atteindre New York. Phileas Fogg se maintenait donc dans les délais réglementaires. Pendant la nuit, on laissa sur la gauche le camp Walbah. Le Lodgepole Creek courait parallèlement à la voie en suivant la frontière rectiligne commune aux États du Wyoming et du Colorado. À 11 heures, on entrait dans le Nebraska. On passait près de Sedgwick et l'on touchait à Julesburg, placé sur la branche sud de Plate River. C'est à ce point que se fit l'inauguration de l'Union Pacific Road le 23 octobre 1867, et dont l'ingénieur en chef fut le général J.M. Dodge. Là s'arrêtèrent les 2 puissantes locomotives, remorquant les 9 wagons des invités, au nombre desquels figurait le vice-président Mr. Thomas C. Durant. Là retentirent les acclamations. Là les Sioux et les Pawnees donnèrent le spectacle d'une petite guerre indienne. Là les feux d'artifice éclatèrent. Là enfin se publia au moyen d'une imprimerie portative le premier numéro du journal Railway Pioneer. Ainsi fut célébrée l'inauguration de ce grand chemin de fer, instrument de progrès et de civilisation, jeté à travers le désert et destiné à relier entre elles des villes et des cités qui n'existaient pas encore. Le sifflet de la locomotive, plus puissant que la lyre d'Amphion, allait bientôt les faire surgir du sel américain. À 8 heures du matin, le fort McPherson était laissé en arrière. 357 milles séparent ce point d'Omaha. La voie ferrée suivait sur sa rive gauche les capricieuses sinuosités de la branche sud de Plate River. À 9 heures, on arrivait à l'importante ville de North Plate, bâtie entre ces 2 bras du grand cours d'eau qui se rejoignent autour d'elle pour ne plus former qu'une seule artère, affluent considérable dont les eaux se confondent avec celles du Missouri, un peu au-dessus d'Omaha. Le 101e méridien était franchi. Mr. Fogg et ses partenaires avaient repris leur jeu. Aucun d'eux ne se plaignait de la longueur de la route, pas même le mort. Fix avait commencé par gagner quelques guinées, qu'il était en train de reperdre, mais il ne se montrait pas moins passionné que Mr. Fogg. Pendant cette matinée, la chance favorisa singulièrement ce gentleman. Les atouts et les honneurs pleuvaient dans sa main. À un certain moment, après avoir combiné un coup audacieux, il se préparait à jouer pique quand, derrière la banquette, une voix se fit entendre qui disait « Moi, je jouerai carreau !» Mr. Fogg, Mrs. Aouda, Fix levèrent la tête. Le colonel Proctor était près d'eux. Stamp W. Proctor et Phileas Fogg se reconnurent aussitôt. « Ah, c'est vous, monsieur l'Anglais !» s'écria le colonel. « C'est vous qui voulez jouer pique !»« Et qui le joue ?» répondit froidement Phileas Fogg en abattant un 10 de cette couleur. « Eh bien, il me plaît que ce soit carreau !» répliqua le colonel Proctor d'une voix irritée. Et il fit un geste pour saisir la carte jouée en ajoutant « Vous n'entendez rien à ce jeu !»« Peut-être serais-je plus habile à un autre ?» dit Phileas Fogg qui se leva. « Il ne tient qu'à vous d'essayer, fils de John Bull !» répliqua le grossier personnage. Mrs. Aouda était devenue pâle. Tout son sang lui refluait au cœur. Elle avait saisi le bras de Phileas Fogg qui la repoussa doucement. Passepartout était prêt à se jeter sur l'Américain, qui regardait son adversaire de l'air le plus insultant. Mais Fix s'était levé, et allant au colonel Proctor, il lui dit « Vous oubliez que c'est moi à qui vous avez affaire, monsieur, moi que vous avez non seulement injurié, mais frappé. »« Monsieur Fix, » dit Mr. Fogg, « je vous demande pardon, mais ceci me regarde seul. En prétendant que j'avais tort de jouer pique, le colonel m'a fait une nouvelle injure, et il m'en rendra raison. »
quand vous voudrez, et où vous voudrez, répondit l'Américain. Et à l'arme qu'il vous plaira. Mrs. Aouda essaya vainement de retenir Mr. Fogg. L'inspecteur tenta inutilement de reprendre la querelle à son compte. Passepartout voulait jeter le colonel par la portière. Mais un signe de son maître l'arrêta. Phileas Fogg quitta le wagon, et l'Américain le suivit sur la passerelle. « Monsieur, » dit Mr. Fogg à son adversaire, « je suis fort pressé de retourner en Europe, et un retard quelconque préjudicierait beaucoup de mes intérêts. »« Eh bien, qu'est-ce que cela me fait ?» répondit le colonel Proctor. « Monsieur, » reprit très poliment Mr. Fogg, « après notre rencontre à San Francisco, j'avais formé le projet de venir vous retrouver en Amérique, dès que j'aurai terminé les affaires qui m'appellent sur l'ancien continent. »« Vraiment ? Voulez-vous me donner rendez-vous dans 6 mois ? » ?»« Pourquoi pas dans 6 ans ? » ?»« Je dis 6 mois, » répondit Mr. Fogg, « et je serai exact au rendez-vous. »« Des défaites, tout cela !» s'écria Stamp W. Proctor. « Tout de suite, ou pas ?»« Soit, » répondit Mr. Fogg. « Vous allez à New York ? » ?»« Non. »« À Chicago ? » ?»« Non. »« À Omaha ? » ?»« Peu vous importe. Connaissez-vous Plum Creek ?»« Non, » répondit Mr. Fogg. « C'est la station prochaine. Le train y sera dans 1 heure. Il y stationnera 10 minutes. En 10 minutes, on peut échanger quelques coups de revolver. »« Soit, » répondit Mr. Fogg. « Je m'arrêterai à Plum Creek. »« Et je crois même que vous y resterez, » ajouta l'Américain avec une insolence sans pareille. « Qui sait, monsieur ?» répondit Mr. Fogg, et il rentra dans son wagon, aussi froid que d'habitude. Là, le gentleman commença par rassurer Mrs. Aouda, lui disant que les fanfarons n'étaient jamais à craindre. Puis il pria Fix de lui servir de témoin dans la rencontre qui allait avoir lieu. Fix ne pouvait refuser, et Phileas Fogg reprit tranquillement son jeu interrompu, en jouant pique avec un calme parfait. À 11 heures, le sifflet de la locomotive annonça l'approche de la station de Plum Creek. Mr. Fogg se leva, et suivi de Fix, il se rendit sur la passerelle. Passepartout l'accompagnait, portant une paire de revolvers. Mrs. Aouda était restée dans le wagon, pâle comme une morte. En ce moment, la porte de l'autre wagon s'ouvrit, et le colonel Proctor apparut également sur la passerelle, suivi de son témoin, un Yankee de sa trempe. Mais à l'instant où les 2 adversaires allaient descendre sur la voie, le conducteur accourut et leur cria « On ne descend pas, messieurs !»« Et pourquoi ?» demanda le colonel. « Nous avons 20 minutes de retard, et le train ne s'arrête pas. »« Mais je dois me battre avec monsieur. »« Je regrette, » répondit l'employé. « Mais nous repartons immédiatement. Voilà la cloche qui sonne. » La cloche sonnait en effet, et le train se remit en route. « Je suis vraiment désolé, messieurs, » dit alors le conducteur. « En toute autre circonstance, j'aurais pu vous obliger. Mais après tout, puisque vous n'avez pas eu le temps de vous battre ici, qui vous empêche de vous battre en route ? » « Cela ne conviendra peut-être pas à monsieur, » dit le colonel Proctor d'un air goguenard. « Cela me convient parfaitement, » répondit Phileas Fogg. « Allons, décidément, nous sommes en Amérique, » pensa Passepartout. « Et le conducteur de train est un gentleman du meilleur monde. » Et ce disant, il suivit son maître. Les 2 adversaires, leurs témoins précédés du conducteur, se rendirent en passant d'un wagon à l'autre, à l'arrière du train. Le dernier wagon n'était occupé que par une dizaine de voyageurs. Le conducteur leur demanda s'ils voulaient bien pour quelques instants laisser la place libre à 2 gentlemen qui avaient une affaire d'honneur à vider. Comment donc? Mais les voyageurs étaient trop heureux de pouvoir être agréables aux 2 gentlemen, et ils se retirèrent sur les passerelles. Ce wagon, long d'une 50aine de pieds, se prêtait très convenablement à la circonstance. Les 2 adversaires pouvaient marcher l'un sur l'autre entre les banquettes et s'arquebuser à leur aise.
Jamais duel ne fut plus facile à régler. Mr. Fogg et le colonel Proctor, munis chacun de 2 revolvers à 6 coups, entrèrent dans le wagon. Leurs témoins, restés en dehors, les y enfermèrent. Au premier coup de sifflet de la locomotive, il devait commencer le feu. Puis, après un laps de 2 minutes, on retirerait du wagon ce qui resterait des 2 gentlemen. Rien de plus simple en vérité. C'était même si simple que Fix et Passepartout sentaient leur cœur battre à se briser. On attendait donc le coup de sifflet convenu, quand soudain des cris sauvages retentirent, des détonations les accompagnèrent, mais elles ne venaient point du wagon réservé aux duellistes. Ces détonations se prolongeaient au contraire, jusqu'à l'avant et sur toute la ligne du train. Des cris de frayeur se faisaient entendre à l'intérieur du convoi. Le colonel Proctor et Mr. Fogg, revolver au poing, sortirent aussitôt du wagon et se précipitèrent vers l'avant, où retentissaient plus bruyamment les détonations et les cris. Ils avaient compris que le train était attaqué par une bande de Sioux. Ces hardis Indiens n'en étaient pas à leur coup d'essai, et plus d'une fois déjà ils avaient arrêté les convois. Suivant leur habitude, sans attendre l'arrêt du train, s'élançant sur les marchepieds au nombre d'une centaine, ils avaient escaladé les wagons comme fait un clown d'un cheval au galop. Ces Sioux étaient munis de fusils. De là les détonations auxquelles les voyageurs, presque tous armés, ripostaient par des coups de revolver. Tout d'abord, les Indiens s'étaient précipités sur la machine. Le mécanicien et le chauffeur avaient été à demi assommés à coups de casse-tête. Un chef Sioux voulant arrêter le train, mais ne sachant pas manœuvrer la manette du régulateur, avait largement ouvert l'introduction de la vapeur au lieu de la fermer. Et la locomotive, emportée, courait avec une vitesse effroyable. En même temps, les Sioux avaient envahi les wagons. Ils couraient comme des singes en fureur sur les impériales. Ils enfonçaient les portières et luttaient corps à corps avec les voyageurs. Hors du wagon de bagages, forcés et pillés, les colis étaient précipités sur la voie. Cris et coups de feu ne discontinuaient pas. Cependant, les voyageurs se défendaient avec courage. Certains wagons barricadés soutenaient un siège, comme de véritables forts ambulants, emportés avec une rapidité de 100 000 à l'heure. Dès le début de l'attaque, Mrs. Aouda s'était courageusement comportée. Le revolver à la main, elle se défendait héroïquement, tirant à travers les vitres brisées, lorsque quelques sauvages se présentaient à elle. Une vingtaine de Sioux frappés à mort étaient tombés sur la voie, et les roues des wagons écrasaient comme des vers ceux d'entre eux qui glissaient sur les rails du haut des passerelles. Plusieurs voyageurs, grièvement atteints par les balles ou les casse-têtes, gisaient sur les banquettes. Cependant, il fallait en finir. Cette lutte durait déjà depuis 10 minutes et ne pouvait que se terminer à l'avantage des Sioux si le train ne s'arrêtait pas. En effet, la station du fort Kearney n'était pas à 2000 de distance. Là se trouvait un poste américain, mais ce poste passé. Entre le fort Kearney et la station suivante, les Sioux seraient les maîtres du train. Le conducteur se battait aux côtés de Mr. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus! Si le train ne s'arrête pas avant 5 minutes !» « Et il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité et sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des freins et des longerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Il n'avait pas été vu. Il n'avait pu l'être. Là, suspendu d'une main entre le wagon des bagages et le tender, de l'autre, il décrocha les chaînes de sûreté. Mais par suite de la traction opérée, il n'aurait jamais pu parvenir à dévisser la barre d'attelage, si une secousse que la machine éprouva n'eût fait sauter cette barre, et le train détaché resta peu à peu en arrière, tandis que la locomotive s'enfuyait avec une nouvelle vitesse. Emporté par la force acquise, le train roula encore pendant quelques minutes, mais les freins furent manœuvrés à l'intérieur des wagons, et le convoi s'arrêta enfin à moins de 100 pas de la station de Kearney. Là, les soldats du fort, attirés par les coups de feu, accoururent en hâte. Les Sioux ne les avaient pas attendus et, avant l'arrêt complet du train, toute la bande avait décampé.
Mais quand les voyageurs se comptèrent sur le quai de la station, ils reconnurent que plusieurs manquaient à l'appel, et entre autres le courageux Français dont le dévouement venait de les sauver. Chapitre 30, dans lequel Phileas Fogg fait tout simplement son devoir. 3 voyageurs, Passepartout y compris, avaient disparu. Avaient-ils été tués dans la lutte? Étaient-ils prisonniers des Sioux? On ne pouvait encore le savoir. Les blessés étaient assez nombreux, mais on reconnut qu'aucun n'était atteint mortellement. Un des plus grièvement frappés, c'était le colonel Proctor, qui s'était bravement battu, et qu'une balle à l'aine avait renversé. Il fut transporté à la gare avec d'autres voyageurs, dont l'état réclamait des soins immédiats. Mrs. Aouda était sauve. Phileas Fogg, qui ne s'était pas épargné, n'avait pas une égratignure. Fix était blessé au bras, blessure sans importance. Mais Passepartout manquait, et des larmes coulaient des yeux de la jeune femme. Cependant, tous les voyageurs avaient quitté le train. Les roues des wagons étaient tachées de sang, aux moyeux et aux rayons pendaient d'informes lambeaux de chair. On voyait à perte de vue sur la plaine blanche de longues traînées rouges. Les derniers Indiens disparaissaient alors dans le sud, du côté de Republican River. Mr. Fogg, les bras croisés, restait immobile. Il avait une grave décision à prendre. Mrs. Aouda, près de lui, le regardait sans prononcer une parole. Il comprit ce regard. Si son serviteur était prisonnier, ne devait-il pas tout risquer pour l'arracher aux Indiens? « Je le retrouverai mort ou vivant, dit-il simplement à Mrs. Aouda. « Ah, monsieur! Monsieur Fogg !» s'écria la jeune femme en saisissant les mains de son compagnon qu'elle couvrit de larmes. « Vivant !» ajouta Mr. Fogg. « Si nous ne perdons pas une minute !» Par cette résolution, Phileas Fogg se sacrifiait tout entier. Il venait de prononcer sa ruine. Un seul jour de retard lui faisait manquer le paquebot à New York. Son pari était irrévocablement perdu. Mais devant cette pensée, c'est mon devoir, il n'avait pas hésité. Le capitaine commandant le fort Kearney était là. Ses soldats, une centaine d'hommes environ, s'étaient mis sur la défensive pour le cas où les Sioux auraient dirigé une attaque directe contre la gare. « Monsieur, dit Mr. Fogg au capitaine, 3 voyageurs ont disparu. »« Mort ?» demanda le capitaine. « Mort ou prisonnier ?» répondit Phileas Fogg. « Là est une incertitude qu'il faut faire cesser. Votre intention est-elle de poursuivre les Sioux ?»« Cela est grave, monsieur, » dit le capitaine. « Ces Indiens peuvent fuir jusqu'au-delà de l'Arkansas. Je ne saurais abandonner le fort qui m'est confié. »« Monsieur, reprit Phileas Fogg, il s'agit de la vie de 3 hommes. »« Sans doute. Mais puis-je risquer la vie de 50 pour en sauver 3 ?»« Je ne sais si vous pouvez, monsieur, mais vous le devez. »« Monsieur, répondit le capitaine. Personne ici n'a à m'apprendre quel est mon devoir. »« Soit, dit froidement Phileas Fogg. J'irai seul. »« Vous, monsieur ?» s'écria Fix qui s'était approché. « Aller seul à la poursuite des Indiens !»« Voulez-vous donc que je laisse périr ce malheureux, à qui tout ce qui est vivant ici doit la vie ? J'irai. »« Eh bien, non, vous n'irez pas seul. » s'écria le capitaine, ému malgré lui. « Non, vous êtes un brave cœur. 30 hommes de bonne volonté !» ajouta-t-il en se tournant vers ses soldats. Toute la compagnie s'avança en masse. Le capitaine n'eut qu'à choisir parmi ces braves gens. 30 soldats furent désignés et un vieux sergent se mit à leur tête. « Merci, capitaine, » dit Mr. Fogg. « Vous me permettez de vous accompagner ?» demanda Fix au gentleman. « Vous ferez comme il vous plaira, monsieur, » lui répondit Phileas Fogg. « Mais si vous voulez me rendre service, vous resterez près de Mrs. Aouda, au cas où il m'arriverait malheur. » Une pâleur subite envahit la figure de l'inspecteur de police. Se séparer de l'homme qu'il avait suivi pas à pas et avec tant de persistance, le laisser s'aventurer ainsi dans ce désert. Fix regarda attentivement le gentleman. Et quoi qu'il en eût, malgré ses préventions, en dépit du combat qui se livrait en lui, il baissa les yeux devant ce regard calme et franc.
Je resterai, dit-il. Quelques instants après, Mr. Fogg avait serré la main de la jeune femme. Puis, après lui avoir remis son précieux sac de voyage, il partait avec le sergent et sa petite troupe. Mais avant de partir, il avait dit aux soldats « Mes amis, il y a 1000 livres pour vous si nous sauvons les prisonniers. » Il était alors midi et quelques minutes. Mrs. Aouda s'était retirée dans une chambre de la gare, et là, seule, elle attendait, songeant à Phileas Fogg, à cette générosité simple et grande, à ce tranquille courage. Mr. Fogg avait sacrifié sa fortune, et maintenant il jouait sa vie, tout cela sans hésitation, par devoir, sans phrase. Phileas Fogg était un héros à ses yeux. L'inspecteur Fix, lui, ne pensait pas ainsi, et il ne pouvait contenir son agitation. Il se promenait fébrilement sur le quai de la gare. Un moment subjugué, il redevenait lui-même. Fogg partit. Il comprenait la sottise qu'il avait faite de le laisser partir. Quoi, cet homme qu'il venait de suivre autour du monde, il avait consenti à s'en séparer. Sa nature reprenait le dessus. Il s'incriminait, il s'accusait. Il se traitait comme s'il eût été le directeur de la police métropolitaine, admonestant un agent pris en flagrant délit de naïveté. « J'étais inepte !» pensait-il. « L'autre lui aura appris qui j'étais. Il est parti, il ne reviendra pas. Où le reprendre maintenant? Mais comment ai-je pu me laisser fasciner ainsi, moi, Fix, moi, qui en ai en poche son ordre d'arrestation? Décidément, je ne suis qu'une bête. » Ainsi raisonnait l'inspecteur de police, tandis que les heures s'écoulaient si lentement à son gré. Il ne savait que faire. Quelquefois, il avait envie de tout dire à Mrs. Aouda, mais il comprenait comment il serait reçu par la jeune femme. Quel parti prendre? Il était tenté de s'en aller à travers les longues plaines blanches à la poursuite de ce Fogg. Il ne lui semblait pas impossible de le retrouver. Les pas du détachement étaient encore imprimés dans la neige. Mais bientôt, sous une couche nouvelle, toute empreinte s'effaça. Alors le découragement prit Fix. Il éprouva comme une insurmontable envie d'abandonner la partie. Or, précisément, cette occasion de quitter la station de Kearney et de poursuivre ce voyage, si fécond en déconvenu, lui fut offerte. En effet, vers 2 heures après-midi, pendant que la neige tombait à gros flocons, on entendit de longs sifflets qui venaient de l'est. Une énorme ombre, précédée d'une lueur fauve, s'avançait lentement, considérablement grandie par les brumes, qui lui donnaient un aspect fantastique. Cependant, on n'attendait encore aucun train venant de l'est. Les secours réclamés par le télégraphe ne pouvaient arriver si tôt, et le train d'Omaha à San Francisco ne devait passer que le lendemain. On fut bientôt fixé. Cette locomotive qui marchait à petite vapeur, en jetant de grands coups de sifflet, c'était celle qui, après avoir été détachée du train, avait continué sa route avec une si effrayante vitesse, emportant le chauffeur et le mécanicien inanimés. Elle avait couru sur les rails pendant plusieurs milles, puis le feu avait baissé, faute de combustible, la vapeur s'était détendue, et 1 heure après, ralentissant peu à peu sa marche, la machine s'arrêtait enfin à 20 milles au-delà de la station de Kearney. Ni le mécanicien ni le chauffeur n'avaient succombé, et après un évanouissement assez prolongé, ils étaient revenus à eux. La machine était alors arrêtée. Quand il se vit dans le désert, la locomotive seule, n'ayant plus de wagon à la suite, le mécanicien comprit ce qui s'était passé. Comment la locomotive avait été détachée du train, il ne put le deviner. Mais il n'était pas douteux pour lui que le train resté en arrière se trouvât en détresse. Le mécanicien n'hésita pas sur ce qu'il devait faire. Continuer la route dans la direction d'Omaha était prudente. Retourner vers le train que les Indiens pillaient peut-être encore était dangereux. N'importe. Des pelletées de charbon et de bois furent engouffrées dans le foyer de sa chaudière, le feu se ranima, la pression monta de nouveau et, vers 2 heures après-midi, la machine revenait en arrière vers la station de Kearney. C'était elle qui sifflait dans la brume. Ce fut une grande satisfaction pour les voyageurs. Quand ils virent la locomotive se mettre en tête du train, ils allaient pouvoir continuer ce voyage si malheureusement interrompu. À l'arrivée de la machine, Mrs. Aouda avait quitté la gare et s'adressant au conducteur « Vous allez partir ?» lui demanda-t-elle. « À l'instant, madame. »« Mais ces prisonniers,
« Nos malheureux compagnons. »« Je ne puis interrompre le service, » répondit le conducteur. « Nous avons déjà 3 heures de retard. »« Et quand passera l'autre train venant de San Francisco ?»« Demain soir, madame. »« Demain soir. Mais il sera trop tard. Il faut attendre. »« C'est impossible, » répondit le conducteur. « Si vous voulez partir, montez en voiture. »« Je ne partirai pas, » répondit la jeune femme. Fix avait entendu cette conversation. Quelques instants auparavant, quand tout moyen de locomotion lui manquait, il était décidé à quitter Kearney. Et maintenant que le train était là, prêt à s'élancer, qu'il n'avait plus qu'à reprendre sa place dans le wagon, une irrésistible force le rattachait au sol. Ce quai de la gare lui brûlait les pieds, et il ne pouvait s'en arracher. Le combat recommençait en lui. La colère de l'insuccès l'étouffait. Il voulait lutter jusqu'au bout. Cependant, les voyageurs et quelques blessés, entre autres le colonel Proctor, dont l'état était grave, avaient pris place dans les wagons. On entendait les bourdonnements de la chaudière surchauffée, et la vapeur s'échappait par les soupapes. Le mécanicien siffla, le train se mit en marche et disparut bientôt, mêlant sa fumée blanche au tourbillon des neiges. L'inspecteur Fix était resté. Quelques heures s'écoulèrent. Le temps était fort mauvais, le froid très vif. Fix, assis sur un banc dans la gare, restait immobile. On eût pu croire qu'il dormait. Mrs. Aouda, malgré la rafale, quittait à chaque instant la chambre qui avait été mise à sa disposition. Elle venait à l'extrémité du quai, cherchant à voir à travers la tempête de neige, voulant percer cette brume qui réduisait l'horizon autour d'elle, écoutant si quelque bruit se ferait entendre. Mais rien. Elle rentrait alors, toute transie, pour revenir quelques moments plus tard et toujours inutilement. Le soir se fit. Le petit détachement n'était pas de retour. Où était-il en ce moment? Avait-il pu rejoindre les Indiens? Y avait-il eu lutte? Ou ces soldats, perdus dans la brume, erraient-ils au hasard? Le capitaine du Fort Kearney était très inquiet, bien qu'il ne voulût rien laisser paraître de son inquiétude. La nuit vint. La neige tomba moins abondamment, mais l'intensité du froid s'accrut. Le regard le plus intrépide n'eût pas considéré sans épouvante cette obscure immensité. Un absolu silence régnait sur la plaine. Ni le vol d'un oiseau, ni la passée d'un fauve n'en troublaient le calme infini. Pendant toute cette nuit, Mrs. Aouda, l'esprit plein de pressentiments sinistres, le cœur rempli d'angoisse, erra sur la lisière de la prairie. Son imagination l'emportait au loin et lui montrait 1000 dangers. Ce qu'elle souffrit pendant ces longues heures ne saurait s'exprimer. Fix était toujours immobile à la même place, mais lui non plus il ne dormait pas. À un certain moment, un homme s'était approché, lui avait parlé même, mais l'agent l'avait renvoyé, après avoir répondu à ses paroles par un signe négatif. La nuit s'écoula ainsi. À l'aube, le disque à demi éteint du soleil se leva sur un horizon embrumé. Cependant, la portée du regard pouvait s'étendre à une distance de 2000. C'était vers le sud que Phileas Fogg et le détachement s'étaient dirigés. Le sud était absolument désert. Il était alors 7 heures du matin. Le capitaine, extrêmement soucieux, ne savait quel parti prendre. Devait-il envoyer un second détachement au secours du premier? Devait-il sacrifier de nouveaux hommes avec si peu de chances de sauver ceux qui étaient sacrifiés tout d'abord? Mais son hésitation ne dura pas, et d'un geste, appelant un de ses lieutenants, il lui donnait l'ordre de pousser une reconnaissance dans le sud. Quand des coups de feu éclatèrent. Était-ce un signal? Les soldats se jetèrent hors du fort, et à un demi-mille, ils aperçurent une petite troupe qui revenait en bon ordre. Mr. Fogg marchait en tête, et près de lui Passepartout et les 2 autres voyageurs arrachés aux mains des Sioux. Il y avait eu combat à 10 milles au sud de Kearney. Peu d'instants avant l'arrivée du détachement, Passepartout et ses 2 compagnons luttaient déjà contre leurs gardiens. Et le Français en avait assommé 3 coups de poing, quand son maître et les soldats se précipitèrent à leur secours. Tous, les sauveurs et les sauvés, furent accueillis par des cris de joie, et Phileas Fogg distribua aux soldats la prime qu'il leur avait promise, tandis que Passepartout se répétait, non sans quelque raison, « Décidément, il faut avouer que je coûte cher à mon maître.
Fix, sans prononcer une parole, regardait Mr. Fogg, et il eût été difficile d'analyser les impressions qui se combattaient alors en lui. Quant à Mrs. Aouda, elle avait pris la main du gentleman, et elle l'a serrée dans les siennes, sans pouvoir prononcer une parole. Cependant, Passepartout, dès son arrivée, avait cherché le train dans la gare. Il croyait le trouver là, prêt à filer sur Omaha, et il espérait que l'on pourrait encore regagner le temps perdu. « Le train! Le train !» s'écria-t-il. « Parti !» répondit Fix. « Et le train suivant, quand passera-t-il » demanda Phileas Fogg. « Ce soir seulement. »« Ah !» répondit simplement l'impassible gentleman. Chapitre 31, dans lequel Fix prend très sérieusement les intérêts de Phileas Fogg. Phileas Fogg se trouvait en retard de 20 heures. Passepartout, la cause involontaire de ce retard, était désespéré. Il avait décidément ruiné son maître. En ce moment, l'inspecteur s'approcha de Mr. Fogg et, le regardant bien en face, « Très sérieusement, monsieur ?» lui demanda-t-il. « Vous êtes pressé ?»« Très sérieusement, » répondit Phileas Fogg. « J'insiste, » reprit Fix. « Vous avez bien intérêt à être à New York le 11 avant 9 heures du soir, heure du départ du paquebot de Liverpool. »« Un intérêt majeur. » « Et si votre voyage n'eût pas été interrompu par cette attaque d'Indiens, vous seriez arrivé à New York le 11, dès le matin. »« Oui, avec 12 heures d'avance sur le paquebot. »« Bien. Vous avez donc 20 heures de retard, entre 20 et 12, l'écart est de 8. C'est 8 heures à regagner. Voulez-vous tenter de le faire ?»« À pied ?» demanda Mr. Fogg. « Non, en traîneau, » répondit Fix. « En traîneau à voile, un homme m'a proposé ce moyen de transport. » C'était l'homme qui avait parlé à l'inspecteur de police pendant la nuit, et dont Fix avait refusé l'offre. Phileas Fogg ne répondit pas à Fix. Mais Fix lui ayant montré l'homme en question qui se promenait devant la gare, le gentleman alla à lui. Un instant après, Phileas Fogg et cet Américain nommé Mudge entraient dans une hutte construite au bas du fort Kearney. Là, Mr. Fogg examina un assez singulier véhicule, sorte de châssis établi sur 2 longues poutres, un peu relevé à l'avant comme des semelles d'un traîneau, et sur lequel 5 ou 6 personnes pouvaient prendre place. Au tiers du châssis, sur l'avant, se dressait un mât très élevé sur lequel s'enverguait une immense brigantine. Ce mât, solidement retenu par des haubans métalliques, tendait un étai de fer qui servait à guinder un foc de grande dimension. À l'arrière, une sorte de gouvernail godille permettait de diriger l'appareil. C'était, on le voit, un traîneau gréé en sloop. Pendant l'hiver, sur la plaine glacée, lorsque les trains sont arrêtés par les neiges, ces véhicules font des traversées extrêmement rapides d'une station à l'autre. Ils sont d'ailleurs prodigieusement voilés, plus voilés même que ne peut l'être un cotre de course exposé à chavirer. Et, vent arrière, il glisse à la surface des prairies avec une rapidité égale, sinon supérieure, à celle des express. En quelques instants, un marché fut conclu entre Mr. Fogg et le patron de cette embarcation de terre. Le vent était bon, il soufflait de l'ouest en grande brise. La neige était durcie et Mudge se faisait fort de conduire Mr. Fogg en quelques heures à la station d'Omaha. Là, les trains sont fréquents et les voies nombreuses qui conduisent à Chicago et à New York. Il n'était pas impossible que le retard fût regagné. Il n'y avait donc pas à hésiter à tenter l'aventure. Mr. Fogg, ne voulant pas exposer Mrs. Aouda aux tortures d'une traversée en plein air, par ce froid que la vitesse rendrait plus insupportable encore, lui proposa de rester sous la garde de Passepartout à la station de Kearney. L'honnête garçon se chargerait de ramener la jeune femme en Europe par une route meilleure et dans des conditions plus acceptables. Mrs. Aouda refusa de se séparer de Mr. Fogg, et Passepartout se sentit très heureux de cette détermination. En effet, pour rien au monde il n'eût voulu quitter son maître,
puisque Fix devait l'accompagner. Quant à ce que pensait alors l'inspecteur de police, ce serait difficile à dire. Sa conviction avait-elle été ébranlée par le retour de Phileas Fogg? Ou bien le tenait-il pour un coquin extrêmement fort qui, son tour du monde accompli, devait croire qu'il serait absolument en sûreté en Angleterre? Peut-être l'opinion de Fix touchant Phileas Fogg était-elle en effet modifiée. Mais il n'en était pas moins décidé à faire son devoir, et plus impatient que tous, à presser de tout son pouvoir le retour en Angleterre. À 8 heures, le traîneau était prêt à partir. Les voyageurs, on serait tenté de dire les passagers, y prenaient place et se serraient étroitement dans leur couverture de voyage. Les deux immenses voiles étaient hissées, et sous l'impulsion du vent, le véhicule filait sur la neige durcie avec une rapidité de 40 milles à l'heure. La distance qui sépare le fort Kearney d'Omaha est en droite ligne, à vol d'abeille, comme disent les Américains, de 200 milles au plus. Si le vent tenait, en 5 heures, cette distance pouvait être franchie. Si aucun incident ne se produisait, à 1 heure après-midi, le traîneau devait avoir atteint Omaha. Quelle traversée! Les voyageurs pressés les uns contre les autres ne pouvaient se parler. Le froid, accru par la vitesse, leur eût coupé la parole. Le traîneau glissait aussi légèrement à la surface de la plaine qu'une embarcation à la surface des eaux, avec la houle en moins. Quand la brise arrivait en rasant la terre, il semblait que le traîneau fût enlevé du sol par ses voiles, vastes ailes d'une immense envergure. Mudge, au gouvernail, se maintenait dans la ligne droite, et d'un coup de godille, il rectifiait les embardées que l'appareil tentait à faire. Toute la voile portée, le foc avait été perqué et n'était plus abrité par la brigantine. Un mât de une fut guindé, et une flèche, tendue au vent, ajouta sa puissance d'impulsion à celle des autres voiles. On ne pouvait l'estimer mathématiquement, mais certainement la vitesse du traîneau ne devait pas être moindre de 40 milles à l'heure. « C'est rien de casse, dit Mudge. Nous arriverons. Et Mudge avait intérêt à arriver dans le délai convenu, car Mr. Fogg, fidèle à son système, l'avait alléché par une forte prime. La prairie que le traîneau coupait en ligne droite était plate comme une mer. On eût dit un immense étang glacé. Le railroad qui desservait cette partie du territoire remontait, du sud-ouest au nord-ouest, par Grand Island, Columbus, ville importante du Nebraska, Schuyler, Fremont, puis Omaha. Il suivait pendant tout son parcours la rive droite de Platte River. Le traîneau, abrégeant cette route, prenait la corde de l'arc décrit par le chemin de fer. Mudge ne pouvait craindre d'être arrêté par la Platte River, à ce petit coude qu'elle fait en avant de Fremont, puisque ses eaux étaient glacées. Le chemin était donc entièrement débarrassé d'obstacles, et Phileas Fogg n'avait donc que 2 circonstances à redouter, une avarie à l'appareil, un changement ou une tombée du vent. Mais la brise ne mollissait pas, au contraire, elle soufflait à courber le mât, que les haubans de fer maintenaient solidement. Ces filins métalliques semblables aux cordes d'un instrument résonnaient comme si un archet eût provoqué leur vibration. Le traîneau s'enlevait au milieu d'une harmonie plaintive, d'une intensité toute particulière. « Ces cordes donnent la quinte et l'octave, » dit Mr. Fogg. Et ce furent les seules paroles qu'il prononça pendant cette traversée. Mrs. Aouda, soigneusement empaquetée dans les fourrures et les couvertures de voyage, était autant que possible préservée des atteintes du froid. Quant à Passepartout, la face rouge comme le disque solaire quand il se couche dans les brumes, il humait cet air piquant. Avec le fond d'imperturbable confiance qu'il possédait, il s'était repris à espérer. Au lieu d'arriver le matin à New York, on y arriverait le soir, mais il y avait encore quelques chances pour que ce fût avant le départ du paquebot de Liverpool. Passepartout avait même éprouvé une forte envie de serrer la main de son allié Fix. Il n'oubliait pas que c'était l'inspecteur lui-même qui avait procuré le traîneau à voile, et par conséquent le seul moyen qu'il y eût de gagner Omaha en temps utile. Mais par on ne sait quel pressentiment, il se tint dans sa réserve accoutumée. En tout cas, une chose que Passepartout n'oublierait jamais, c'était le sacrifice que Mr. Fogg avait fait, sans hésiter, pour l'arracher aux mains des Sioux. À cela,
Mr. Fogg avait risqué sa fortune et sa vie. Non, son serviteur ne l'oublierait pas. Pendant que chacun des voyageurs se laissait aller à des réflexions si diverses, le traîneau volait sur l'immense tapis de neige. S'il passait quelques criques, affluents ou sous-affluents de la Little Blue River, on ne s'en apercevait pas. Les champs et les cours d'eau disparaissaient sous une blancheur uniforme. La plaine était absolument déserte. Comprise entre l'Union Pacific Road et l'embranchement qui doit réunir Kearney à Saint Joseph, elle formait comme une grande île inhabitée. Pas un village, pas une station, pas même un fort. De temps en temps, on voyait passer comme un éclair quelque arbre grimaçant, dont le blanc squelette se tordait sous la brise. Parfois, des bandes d'oiseaux sauvages s'enlevaient du même vol. Parfois aussi, quelques loups de prairie en troupes nombreuses, maigres, affamés, poussés par un besoin féroce, luttaient de vitesse avec le traîneau. Alors Passepartout, le revolver à la main, se tenait prêt à faire feu sur les plus rapprochés. Si quelque accident eût alors arrêté le traîneau, les voyageurs attaqués par ces féroces carnassiers auraient couru les plus grands risques. Mais le traîneau tenait bon. Il ne tardait pas à prendre de l'avance et bientôt toute la bande hurlante restait en arrière. À midi, Mudge reconnut à quelques indices qu'il passait le cours glacé de la Platte River. Il ne dit rien, mais il était déjà sûr que 20 milles plus loin, il aurait atteint la station d'Omaha. Et en effet, il n'était pas une heure que ce guide habile, abandonnant la barre, se précipitait aux drisses des voiles et les amenait en bande, pendant que le traîneau, emporté par son irrésistible élan, franchissait encore une demi-mille à sec de toile. Enfin, il s'arrêta, et Mudge, montrant un amas de toits blancs de neige, disait « Nous sommes arrivés !» Arrivés en effet à cette station qui, par des trains nombreux, est quotidiennement en communication avec l'Est des États-Unis. Passepartout et Fix avaient sauté à terre et secoué leurs membres engourdis. Ils aidèrent Mr. Fogg et la jeune femme à descendre du traîneau. Phileas Fogg régla généreusement avec Mudge, auquel Passepartout serra la main comme un ami, et tous se précipitèrent vers la gare d'Omaha. C'est à cette importante cité du Nebraska que s'arrête le chemin de fer du Pacifique proprement dit, qui met le bassin du Mississippi en communication avec le grand océan. Pour aller d'Omaha à Chicago, le railroad, sous le nom de Chicago Rock Island Road, court directement dans l'est en desservant 50 stations. Un train direct était prêt à partir. Phileas Fogg et ses compagnons n'eurent que le temps de se précipiter dans un wagon. Ils n'avaient rien vu d'Omaha, mais Passepartout s'avoua à lui-même qu'il n'y avait pas lieu de le regretter, et que ce n'était pas de voir qu'il s'agissait. Avec une extrême rapidité, ce train passa dans l'État d'Iowa, par Council Bluff, Des Moines, Iowa City. Pendant la nuit, il traversait le Mississippi à Davenport, et par Rock Island, il entrait dans l'Illinois. Le lendemain 10, à 4 heures du soir, il arrivait à Chicago, déjà relevé de ses ruines et plus fièrement assise que jamais sur les bords de son beau lac Michigan. 900 milles séparent Chicago de New York. Les trains ne manquaient pas à Chicago. Mr. Fogg passa immédiatement de l'un dans l'autre. La fringante locomotive du Pittsburgh-Fort Wayne Chicago Railroad partit à toute vitesse, comme si elle eût compris que l'honorable gentleman n'avait pas de temps à perdre. Elle traversa comme un éclair l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie, le New Jersey, passant par des villes aux noms antiques, dont quelques-unes avaient des rues et des tramways, mais pas de maisons encore. Enfin, l'Hudson apparut. Et le 11 décembre, à 11h15 du soir, le train s'arrêtait dans la gare, sur la rive droite du fleuve, devant le pier, même des steamers de la ligne Cunard, autrement dite British and North American Royal Mail Steam Packet Co. Le China, à destination de Liverpool, était parti depuis 45 minutes.